Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, les symétries se sont avérées avoir une importance particulièrement importante et profonde en physique quantique. L'importance des symétries dans les systèmes quantiques et la physique des particules a conduit à toute une série d'investigations bien spécifiques. La construction de modèles et la compréhension des interactions fondamentales, donc autres que l'électrodynamique, mais aussi l'interaction faible, l'interaction forte, nécessitent l'identification des différentes invariances et la manière avec laquelle ces invariances sont respectées ou seulement approchées, voire même violées. Les résultats sont supportés par les résultats spectaculaires des symétries unitaires, de l'algèbre des courants et de l'invariance chirale, ainsi que par le développement de la sous-structure en quark des hadrons. Plus tard, dans pas si longtemps, nous verrons aussi la construction des théories unifiées, etc. D'autre part, des considérations similaires sont au cœur de la théorie des transitions de phase du second ordre et dans les milieux macroscopiques, en insistant à nouveau sur la profonde relation qui existe entre la théorie des champs et la mécanique statistique. Rappelons-nous les développements dont nous avons longuement discuté des transitions critiques et la relation avec la renormalisation, le groupe de renormalisation, sur lequel nous reviendrons. Nous allons voir ici d'abord l'implémentation des symétries et quelques modèles dont l'étude met en lumière des phénomènes théoriques spécifiques tels que les multiplets presque dégénérés ou la brisure spontanée de symétrie ou encore les anomalies quantiques. On a déjà rencontré plusieurs manifestations des symétries. Certaines étaient discrètes, telles que la parité, le renversement du temps et la conjugaison de charges. D'autres étaient continues, telles que l'invariance cinématique de Lorentz, ou même dépendant, donc ces translations, rotations, etc., ou même dépendant de l'espace-temps, tels que l'invariance de jauge. Certaines de ces symétries sont géométriques, comme les translations ou la parité, d'autres sont internes, affectant les variables internes à la théorie, comme la conjugaison de charges ou l'invariance de jauge. Nous allons maintenant concentrer notre attention sur les symétries internes continues. Et nous discuterons de la réalisation des symétries quantiques dans la théorie lagrangienne des champs. Même si certaines affirmations et résultats ne nécessitent pas un cadre aussi spécifique. Considérons une théorie qui est invariante sous un groupe continu de transformation au niveau classique. Plus précisément, cela signifie que le lagrangien, ou l'hamiltonien, et donc les équations du mouvement, sont invariants sous ces transformations. La question est maintenant de clarifier la manière avec laquelle cette propriété se reflète dans le système quantique correspondant. Et en particulier d'étudier ses conséquences sur le spectre des états ou des opérateurs. Dans le cadre quantique, la discussion des symétries implique l'existence d'un groupe de transformations, dit aussi automorphismes locaux, agissant sur les observables physiques et donc sur les variables dynamiques des champs. Sous forme infinitésimale, on est donc conduit à la construction de quadrivecteurs densité de courant associés et de charges obtenues par intégration de la variable temporelle.
à composante temporelle. Le point est alors de savoir si on peut implémenter ces transformations par des transformations unitaires sur l'espace de Hilbert des états. Localement, nous voulons étudier la conservation du courant, tandis que globalement, on se demande si la charge génère des opérations unitaires qui commutent avec la matrice S. On a déjà décrit dans la théorie classique comment on peut associer une famille de transformations infinitésimales à un ensemble correspondant de courants de Noether. Donc on va revoir ça rapidement. Étant donné les transformations des champs, donc on a phi x qui se transforme en phi x plus delta x. Et delta x est donné par une certaine transformation FA de FA de x de delta alpha A qui dépendent de paramètres infinitésimaux delta alpha A. Par exemple, des translations, c'est un paramètre infinitésimal de déplacement. Les courants sont alors définis par J mu A de x est égal à dl, où L est le Lagrangien, par rapport à dérivé par rapport à des mu phi, fois delta phi x sur delta alpha A. Ceci est valide que l'action soit ou non invariante sous ces transformations. C'est une loi générale, pourvu que le Lagrangien soit seulement fonction des champs et de leurs dérivés. C'est toujours le cas, en particulier en physique des particules. Les dérivés premières des champs. Alors, en utilisant les équations d'Euler-Lagrange du mouvement, la variation du Lagrangien se réduit à delta L, la variation du Lagrangien, est donnée par d mu J mu A fois delta alpha A. Et les charges QA de T sont données par l'intégration des cubes x de J0A, donc la composante temporelle, x t. Et ces charges sont alors les générateurs de ces transformations à travers l'opération du crochet de poisson. C'est-à-dire que l'on a le crochet de poisson QA de T, virgule phi xt, est égal à delta phi sur delta alpha A de xt. Cette équation suppose que le crochet de poisson de phi et de delta phi s'annule. C'est-à-dire que delta phi
ne dépend pas des moments conjugués de phi. C'est généralement le cas, mais il faut toujours être prudent. En particulier, ces quantités, QA de T, satisfont les relations de commutation qui sont dictées par l'algèbre de Lie du groupe de Lie de transformation, avec les constantes de structure CABC. Nous avions vu ça sur les groupes de Lie. Donc on a QA de T, QB de T, crochet de poisson, est égal à C ABC fois QC de T. Avec un signe moins. Alors, selon la relation ici de la variation du Lagrangien, si le Lagrangien est invariant sous les transformations en question, alors delta L égale 0, et ça signifie que les courants sont classiquement conservés. C'est-à-dire que delta L égale 0 implique que d mu J mu A est égal à 0. Équation de conservation des courants. Et dans ce cas-là, les charges sont des quantités indépendantes du temps, à partir de leur définition. Ce qu'on peut facilement vérifier en utilisant le théorème de Stokes et en faisant une intégration par partie et en négligeant les termes de surface spatiaux, ou qu'on peut même rejeter à l'infini. Voilà donc pour la partie classique. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite de cette implémentation des symétries et nous discuterons de leur implémentation, donc du passage à la théorie quantique. Je vous remercie.